Donc bonjour Dave. Bonjour Serge. On peut dire que ton histoire professionnelle et celle du festival Abracadabule sont liées. Car je crois, enfin je me suis trompé je crois, parce que je pensais que tu étais le seul auteur qui avait fait les 20 éditions depuis l'année 2000. Et tu m'as dit hier que c'était pas vrai. J'en ai fait 19. Mais à mon avis, tu fais partie des Parce que anciens. j'ai appris que Cyril n'avait pas tout fait non plus. Donc oui, je pense que c'est toi qui as fait ces journées, on a fait 18. Et tu dois être le champion. Hein. Donc ça va être intéressant de remonter ces 20 années justement, pas celles du festival, mais les tiennes. Hein. Allons-y. Parce qu'en 2000, donc première édition du festival, tu présentes Dr Prout, publié dans un obscur fanzine choletais. Exactement. Ils m'en voudront pas si je dis ça. Hein. Non. Mais en même temps, tu publies ou tu pré-publies Flibuster scénarisé par Arleston Excusez du peu dans l'Antfeus Mag, et en même temps tu fais Django avec Kurt Riddell pour Bambou. Je ne me trompe pas. C'est un peu le grand écart. Et ma question, la voilà. Est-ce que pour toi, le fanzine a été un véritable tremplin vers le professionnalisme, comme on le dit parfois? Mais alors, ça a complètement été un tremplin pour le professionnalisme. En fait, tout simplement parce que avant le fameux Dr Prout, moi, du coup, j'étais en fanzine depuis quelques années. J'ai commencé en 96. Donc Dr Prout 2001, donc il a fallu 5 ans. Voilà. Et en fait, pendant ces 5 années où on faisait du fanzine, moi je me déplaçais sur les salons. Donc je pense à Angers BD, Chalonnes-sur-Loire, Olonne aussi. Ma première année à Olonne, j'étais venu en fanzine, mon album n'était pas sorti. C'était en 2000. 2000. Voilà, 2000, parce qu'il est sorti en 2001. Et en fait, sur ces festivals, moi, je rencontrais des auteurs. Et donc, à Chalonnes-sur-Loire, que je faisais tous les ans depuis que j'avais 14-15 ans, au fur et à mesure, voilà, tous les ans, tu avais ce petit jeune qui arrivait avec son carton à dessin, qui rencontrait les auteurs. Donc, les auteurs ont commencé à m'enregistrer. Ouais, donc, tu avais quel âge? Tu avais 16-17 ans? Oui, c'est ça. Ouais, le lycée, les années lycée. C'est ça. De toute façon, je suis rentré dans le fanzine, j'avais 16 ans. Voilà. Donc j'ai commencé un tout petit peu avant, mais bon, j'étais vraiment trop. Le fanzine a donné cette rigueur, c'est-à-dire que je faisais des pages tous les 3 mois dans le truc, donc j'arrivais avec des pages de BD. J'étais plus le petit gamin qui arrive avec des dessins, j'arrivais avec des pages de BD. Et tu dessinais pour être lu, parce que là, il y avait de publication. C'est ça, lu par le grand public, et on venait de défendre les projets en festival, en fait, les vendre aux lecteurs. Et moi, je les montrais aux dessinateurs. Donc d'année en année, ils m'ont vu un peu évoluer. Ouais. Et au festival de Chalonnes-sur-Loire en 2001, j'avais remporté le concours de BD. Et cette année-là, c'était une amie commune à nous deux, Sophie Maudet, qui est dessinatrice BD et libraire BD sur Cholet, qui du coup avait remporté le concours. Et comme c'était une fille, les dessinateurs avaient dit viens nous montrer tes dessins. Voilà. Et j'ai vu la porte s'ouvrir, j'ai donné un grand coup de dent et j'ai mis mes dessins dans la pile de trucs à Sophie. Alors elle était d'accord, bien sûr. Et en fait, Kurt Riddell, qui était auteur qui BD, était un auteur qui avait bien installé à l'époque. Tout à fait, au Lombard, chez, je sais plus où, d'Argo peut-être bien. Ouais. Du coup, il était là, il a feuilleté les trucs, il est tombé sur mes dessins, il fait putain, c'est qui fait ça? Je levais la main, il m'a dit est-ce que je cherche un dessinateur animalier, est-ce que tu veux faire des essais pour une planche, pour une série BD? J'ai fait banco. Moi j'étais à l'école. Et ça a été du coup comme ça qu'on a lancé Django Renard. J'étais en première année de Beaux-Arts. D'accord. Voilà. Pour faire de l'animation après, que j'ai jamais fait parce que j'ai pas fini ma première année pour faire mes pages pour le projet. D'accord. Qui a été très vite signé chez Bambou en fait. Et du coup en fait à partir du moment où j'ai rencontré Kurt, je peux pas dire que je suis rentré dans la BD grâce à lui, mais c'est-à-dire qu'en tout cas il a accéléré à vitesse grand V le cursus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il m'a proposé le projet, on était en février. En mars, il m'a dit est-ce que tu as besoin de faire de l'argent de poche? Bien sûr. Donc il m'a fait rentrer dans le journal de Mickey. Donc tu as commencé il y a 20 ans, quoi, le journal du Mickey. 2001. Je crois que c'était plus récent. 2001. 2001. Et 2001, du coup, voilà, février 2001, la rencontre avec Kurt. Mars 2001, je rentre dans Mickey, mais mon premier dessin paraît 3 mois plus tard. À ce moment-là, il envoie le projet BD à ses meilleurs copains Arleston, qui dit, alors c'était un projet de gag western, et il fait, alors les gags western, ça ne m'intéresse pas pour le magazine L'Enfeus Mag, parce que c'est de l'heroic fantasy science-fiction. Par contre, j'aime bien le dessin. J'entends ça, j'écris un mail à Arleston, bonjour, je suis le dessinateur, si vous voulez, je bosse sur autre chose.
Et c'est comme ça qu'on a Flibustor. lancé Flibustor, D'accord. En pré-pub dans le mag. qui a été commencé à prépublier à la fin 2001, donc octobre-novembre, et puis l'album est paru en 2003, un an et demi D'accord. après, Ouais. après avoir paru 30 gags dans le mag. Mhm. Et donc, c'est cette année-là où moi j'étais dans Mickey, j'étais dans l'Enfeuse. l'Enfeuse, Ouais. je faisais mon premier album chez Django. Ouais, c'est Et, une marquante, quoi. Là, voilà, d'un coup, enfin voilà, j'allais plus à l'école. J'étais revenu vivre chez mes parents. Enfin, j'avais 22 ans en fait. Donc du coup, Ça, c'est rare, hein, parce qu'on dit souvent qu'il y a quand même quelques années de galère avant de pouvoir justement Oui. signer les premiers contrats. Toi, ça a été quand même assez rapide. je fais partie, en tout cas à l'époque. À l'époque, C'est moins le cas en aujourd'hui. 2001, mais, on en parlait tout à l'heure. On disait que c'était plus facile peut-être il y a 20 ans. Enfin, j'en sais trop rien, à vrai dire. Hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres éditeurs maintenant, peut-être plus encore qu'à ouais, et l'époque. puis il y a encore beaucoup, en fait, il y a encore beaucoup de jeunes auteurs aujourd'hui. C'est vrai. Voilà, moi, j'étais finalement à 22 ans, j'étais jeune auteur à l'époque. Et puis, tu n'avais Et- pas la fenêtre qui est Internet. Pas Où du il y a tout. tous ces jeunes auteurs qui peuvent faire leurs armes. On savait pas ce que c'était Internet. C'est vrai. Ça n'existait pas. Enfin, si, ça existait un peu. Enfin, il n'y a pas les blogs. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les blogs, il n'y avait pas le Instagram. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, tous mes nouveaux copains qui arrivent dans le milieu, qui sont des jeunes auteurs, postent ils arrivent, par ils ont Internet. Instagram, ils ont des communautés de fous parce qu'ils Ouais. se sont. Voilà. Mais c'était une autre époque où Ouais. l'équivalent des réseaux sociaux, c'était les fanzines. Le fanzine, ouais. On vient à Voilà, ce c'est comme ça ouais. qu'on se rencontrait avec les auteurs BD pro. Parce qu'il y a aussi beaucoup de déçus du fanzinat. On en voit des jeunes qui ont le feu sacré et puis voilà, ils n'arrivent pas à franchir le fameux palier de la maison d'édition classique qui a pignon sur rue. Et c'est vrai que ça peut être un beau tremplin, ça l'a été pour toi, mais Ouais. il y a aussi beaucoup de déçus. C'est compliqué le fanzine parce qu'en fait le fanzine c'est du magazine amateur. C'est ça. Voilà. Ouais. Et en fait on peut rester amateur toute notre vie. Et Tout dépend des avec, objectifs des uns et des autres en fait. voilà, avec toute l'amitié que j'ai pour tous mes collègues de l'association qui tenaient le fanzine, il y en a énormément qui faisaient de la BD, qui auraient adoré en faire leur métier, mais qui n'ont jamais, à un moment, voilà, levé un peu le derrière de la chaise en disant allez j'y vais. Ouais, puis il y a aussi cette démarche commerciale dont tu parlais, d'aller rencontrer les auteurs, montrer son boulot, Exactement, aller voilà. un petit peu au feu. Quoi. Et je sais qu'à l'époque, alors c'est pas un reproche que je leur fais parce que pour le coup, on n'a pas du tout les mêmes personnalités évidemment, mais je sais qu'il y avait plein de gars de l'assaut qui n'étaient pas capables de le faire. Mais qui même eux l'avouaient, je suis pas capable d'aller voir quelqu'un pour lui montrer le truc. C'est une autre dimension. C'est un moment, voilà, il faut Il y a une dimension commerciale faut se vendre. que n'aiment pas beaucoup de dessinateurs. Les scénaristes sont un peu plus à l'aise avec ça, mais beaucoup de dessinateurs ont du mal avec cette démarche commerciale. Complètement. Ouais. Ça n'empêche pas le talent. Il y a des dessinateurs de BD très simples qui sont hyper timides. Voilà. Et ça n'empêche pas ces copains qui n'ont jamais osé montrer le truc d'avoir percé dans le milieu d'une autre manière. Je pense à Esteban, avec qui j'étais en fanzine, qui est devenu mon coloriste et qui aujourd'hui colorise d'autres séries connues comme la série Les Gobelins chez Soleil, qui a fait des BD chez Glénat et tout ça. Voilà. Donc on y arrive par d'autres biais finalement. Ouais. Je vais revenir, Dave, un petit peu sur l'Enfeuse. Hein. Oui. Tu as été un pilier du MAG pendant 18 ans. Le MAG s'est arrêté cette année. Pilier de comptoir, oui. Ouais. Oui, je ne sais pas quel comptoir tu soutenais. On pouvait y lire un strip sur le Godferdom Studio que donc chaque mois, en début, enfin sur la page 2, si je me souviens bien, c'est le strip qu'on lit en premier, enfin moi en ce qui me concerne. Tu montrais un petit peu, c'est une version parodique bien sûr de la rédaction du journal, mais tu intervenais aussi sur des récits plus longs, qui étaient également des parodies, mais de longs métrages. Hein, tu avais travaillé sur Harry Potter, tu as travaillé sur Star Wars, il y a eu plusieurs thèmes. Voilà, Avatar, les Disney, voilà. Star Wars. Et ma question, c'était par rapport, quel exercice préférais-tu? L'exercice, pour moi, qui me semble difficile du strip, parce que là, tu partais d'une feuille blanche, ou l'exercice de la parodie, où tu partais déjà d'un background que connaissent déjà les lecteurs. Quel est le plus difficile des deux? Le récit long ou ce récit très court? Le plus difficile pour toi. Le plus difficile, c'était le strip. Ça a C'était toujours été le strip. Trouver l'idée. Parce qu'en fait, le strip, je devais en faire 11 par an, qui collaient à l'actualité, qui était toujours la même chaque année. Donc en fait, chaque année, j'avais un strip sur Noël, un strip sur Halloween. Journalistique qui tombait. Exactement. Ouais. Alors que sur les parodies, c'était une histoire courte, donc déjà, tu peux développer un univers, quel qu'il soit. Et puis après, voilà, il y a les parodies, il y a l'humour. C'était rigolo de construire des histoires. Mais c'est... Après, il y en a eu des plus difficiles que d'autres, mais l'exercice du strip, c'était une plaie. C'est rigolo à faire. Et tu as réussi à tenir le rythme des 18 ans, 18 x 11 où il y a eu à un moment donné une page blanche, tu vois, le trou, le bug. J'ai jamais laissé un strip. Après, sur la totalité, j'ai dû en écrire deux rigolos.
Alors c'est compliqué en fait. En plus, Ah moi, non, j'ai c'est pas du hyper tout le dur. recul là-dessus. En 3 cases, 2 cases, c'est hyper. Enfin, ça me C'est paraît ça, très ouais. difficile. Ça l'était. En fait, je remplaçais Guillaume Bianco, Oui. qui fait aujourd'hui Billy Brouillard Oui, et oui, plein oui. d'autres trucs, et qui en fait à l'époque était donc jeune auteur dans le mag, et il en pouvait plus non plus. Il faisait les strips, et il en avait marre. Et en fait, quand je suis arrivé avec l'énergie du jeune de 22 ans et tout, C'est pour moi. ils m'ont dit est-ce que tu veux le reprendre? Ils ont essayé de le reprendre eux-mêmes. Ils ont fait 3-4 gags en fait quand Guillaume a arrêté. Et puis en fait, c'était Simon Van Liemt qui fait aujourd'hui Gilles Jourdan, je crois. Oui, il a repris. Non, pas bon. Gilles Jourdan, c'est pas Ricochet. Ricochet, Ouais. un des deux. Ricochet, Pour moi, je ils sont dirais. pareils, mais bon, voilà. Et donc voilà, Simon qui a fait 2-3 essais de gags, mais en fait, ça les saoulait, ils n'avaient pas envie. En fait. Puis du coup, ils m'ont proposé, moi j'étais jeune, je disais, hey, de l'argent tous les mois, je prends. Voilà. Mais tout était accepté ou le Arleston ou le rédac chef c'était ou l'adjoint qui était C'était Dominique Latil. Dominique Latil. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont refusé des strips Je crois pas. ou censuré des strips, ça peut être arrivé Non, aussi. non. En fait, non. Non, il y avait. Après, je me suis censuré moi-même. Ouais. Mais le truc, c'est que Arleston, en fait, aimait pas trop. Enfin, si, il aimait bien. Mais après, il y avait des fois où il rigolait beaucoup, il me le disait. Puis des fois, il n'y avait pas de nouvelles, ça veut dire que ça l'avait pas fait marrer. Mais je sais que de temps en temps, il m'a dit ce serait bien que tu fasses un strip plus là-dessus. Ça voulait dire que les 3 derniers avaient été sur lui. C'était plus ça. Il a enlevé la Voilà. pression. Je me souviens surtout d'un truc. Alors, ils ont dû peut-être m'en refuser un, mais en fait, je l'ai présenté avant. Donc, au pire, je les réécrivais, c'était pas grand-chose. Mais je sais qu'il y a un truc qui m'a demandé. C'est qu'à chaque fois que je le dessinais en maillot de bain dans les gags de l'été, c'était toujours le maillot de bain de Patrick l'étoile de mer dans Bob l'éponge. Donc c'est un vert avec des fleurs violettes. Ouais. Et il m'a dit arrête de me faire ce short dégueulasse. Il en pouvait plus. Fais-moi un short noir. Voilà. Ah ouais. Qui Je allait vais bien faire avec un son look habituel en festival. Et comme c'est le chef, je lui ai fait un T'as short dit, ouais. noir. Comme celui qui signait les chèques te dit on va faire ça. C'est ça. C'est exactement ça. Dave, tu publies également dans le journal de Mickey. Tout à fait. Hein, et n'est-ce pas frustrant lorsqu'on travaille pour la presse de ne pas voir ce même travail publié ensuite sous forme d'album? Pas du tout, parce qu'en fait, dans le journal de Mickey, je fais des Mickey énigmes. Ouais, donc c'est Donc pas dans une histoire. Des albums d'énigmes. Ouais. Déjà, non, il n'y a pas de, il y a aucune frustration là-dessus. Je réfléchis, mais non, en fait, non. Je dirais, en plus, C'est éphémère, c'est une création éphémère. Oui, c'est ça, voilà, c'est de la presse. C'est fait pour disparaître, comme les strips d'édito, c'est fait pour disparaître. Les parodies dont on parlait tout à l'heure qui paraissaient dans le mag, au départ, elles étaient faites pour disparaître. Ouais. Mais elles ont eu une vie en album, c'est pour ça que je pensais à ça. Alors, c'est tout simplement pour la seule et unique raison qu'un jour, Mourad, qui était l'éditeur, il regardait le truc, il fait mais attends, mais on a fait combien de pages des parodies là? Je fais 40. Et là, il a eu cette réflexion, j'ai payé un album entier qui n'est pas sorti, on le sort. Voilà, Ah oui, et on a sorti le 1. il y a une logique imbattable, quoi. Et le 1 a marché. C'est-à-dire qu'il était déjà tout payé, il a fonctionné. Il a fait on en fait un deuxième. Et moi j'étais parti. Et après ça a lancé le truc. Bon, après les suivants ont moins marché. Mais les 2 premiers, C'était quel thème le premier? Le premier c'était Le Fainéant des Anneaux. Okay. Le Seigneur des Anneaux. Le deuxième, il sortait en même temps que le DVD du 3 à l'époque. Ouais, donc il y avait Ensuite, une il y a eu concomitance. Harry Potter qui est sorti pareil en même temps qu'un film, en même temps qu'un roman, tout ça. Et puis après, les troisièmes, c'était Star Wars, Avatar, et puis j'ai mélangé les deux, et Indiana Jones, voilà, qui sortait avec des petites parodies, tout ça. Et donc oui, en fait, à la base, c'est fait pour être éphémère. Il serait jamais sorti en album, j'aurais pas été triste. Et là, dans Mickey, en l'occurrence, moi, je réalise un rêve de gosse. Aujourd'hui, quand j'y suis rentré en 2001 avec Curd, je pouvais faire des jeux. Voilà, je faisais que des jeux, je pouvais dessiner des personnages, mais pas du Disney. Ça, c'était interdit. Il n'y avait que quelques auteurs qui avaient le droit. Donc, voilà, j'étais content, je faisais mes jeux. Là, depuis 2 ans, j'ai le droit de dessiner Mickey. Et alors, dessiner Mickey dans le journal de Mickey Parade et Picsou Géant. Ah ben oui, moi j'ai toujours été fan de Disney. Ça a toujours été un de mes rêves de faire du Mickey. D'ailleurs, j'ai dit en rigolant à ma copine que maintenant que je dessinais Mickey dans le journal de Mickey, quelque part j'avais pas atteint un but, mais j'étais tranquille pour le reste de ma vie. Tu pouvais mourir. En fait, c'était un peu le truc, c'est je me vois, là aujourd'hui, je me vois bien à 65 ans, 70 ans, toujours en train de dessiner Mickey pour le journal de Mickey. Tu vois, un peu à la Claude Marin et tout ça. Alors, ça n'arrivera peut-être pas, parce que la presse aujourd'hui, même Mickey, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, là, je suis sur un truc, je me dis, mince, Mickey, normalement, il est encore là pour quelques années.
Voilà, donc c'est un peu le rêve. Après, c'est rien, je fais 5 pages dans l'année parce qu'on est d'autres auteurs, dont des studios espagnols, qui eux produisent à fond parce qu'ils sont plusieurs. Donc voilà, si je peux essayer d'en faire voilà, une par mois, je serais content. Tu vois. Et Glénat, pour rebondir sur Mickey, Glénat vient de produire un très bel album, collectif. Collectif Mickey. Comment s'est fait le choix? Bon, toi, c'est presque naturel parce que tu le dessines, mais j'imagine qu'il y a d'autres auteurs qui n'ont pas dessiné Mickey. Qui a décidé? C'est Glénat qui a choisi alors, c'est Glénat. Alors, c'est pas Jacques Glénat. Il y avait une contrainte initiale, je crois, au niveau du scénario. Oui. C'était pas une carte blanche. Non, voilà, c'est ça. Mais alors, je sais pas quelle a été l'implication de Jacques Glénat. Moi, j'ai été là par l'éditeur qui s'appelle Fred Manger, qui gère en fait la collection Glénat. Alors, donc il y a Jacques qui embauche les grands, et puis après Fred passe les plats. Voilà. il s'occupe de la collection. Ouais. Et pour cet album-là, c'est Fred qui s'est occupé de contacter les auteurs. Donc j'imagine qu'il y avait des noms qui ont été soufflés, j'imagine. Puis après, il a appelé des auteurs qu'il aimait bien et tout. Moi, j'étais déjà dans la boucle. Parce que par un jeu de réseautage, justement, j'avais participé au collectif Picsou qui était sorti l'année d'avant pour les 70 ans de Picsou. Et donc, naturellement, il m'a demandé de reparticiper. Mais ça n'a aucun rapport avec le fait que je bossais dans le journal de Mickey. Je pensais qu'il y avait un. Ah non, lien. c'est des entités complètement différentes. Moi, je suis content parce que du coup, je fais du Mickey partout, si tu veux, d'une certaine manière. Mais lui, non. Lui, il a embauché des gens. Enfin, quand il embauche Clark, il l'embauche pas parce qu'il a fait du Mickey dans le journal de Mickey. C'est une sorte de pari sur un artiste. Ce serait pas le rêve, justement, de faire comme a fait Causet ou Loisel, ton Mickey? Ah, bah, évidemment. C'est-à-dire qu'au départ, si j'ai commencé en fait à faire des Mickey, c'est simplement parce qu'un jour, Olivier Suppiot, un grand dessinateur, grand parce qu'il est très très grand, qui a eu d'ailleurs le prix Angoulême du meilleur dessinateur. Exactement, j'ai dit, qu'est-ce que tu sais des belles choses. Et oui, et puis bon, c'est un amour. Et il bosse chez Glénat, lui. Et en 2000, on est en 2019, donc 2013, il m'envoie un message, il me fait « Mec, Glénat vient de récupérer les droits Disney, ils vont faire des Mickey. Entraîne-toi à faire des Mickey. » J'ai eu l'info, j'ai commencé à tomber du Mickey par page que je postais sur les réseaux sociaux comme des appâts. Tu regardais les gars ce que je sais faire. Voilà. Et ça a marché. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'en faire, bah, du coup, des copains, on en parlait. Je sais que par exemple, Eric Engel en a parlé à Glénat. Du coup, en fait, puis voilà. Puis bon, et puis un copain, Joris Chamblin, scénariste qui bosse aussi pour Disney. Voilà. On a cette passion commune pour Disneyland. Donc, il m'avait contacté pour les Mickey en disant voilà, on a envie d'en faire un ensemble en tout cas. Et puis quand il lui en a parlé à Glénat, ils ont dit bah, j'ai un dessinateur pour le faire. Ils ont dit bah, c'est Dave. Et on est déjà au courant. Parce qu'ils avaient eu l'info par Erengel. Donc bref, le réseautage avait bien fonctionné. Et puis voilà, step by step. Moi j'ai mes albums à faire, je fais des albums. Donc on a dit avec Joris, on y va mollo. C'est-à-dire que lui avait du travail, moi j'avais du boulot. Donc on n'est pas pressé. Ça fera un bon binôme. Hein. Ouais, ça serait bien. Donc du coup voilà. Année après année, mois après mois, on a réseauté. Donc, tu as le collectif Picsou, le collectif Mickey. La toile d'Ave s'étend. Exactement. Et là, aujourd'hui, on est en mesure de dire que on est dans les tuyaux. Voilà, c'est pas signé. C'est pas fait. Ouais. C'est pas signé, mais on est dans les tuyaux. Il y a un projet. Pas impossible, quoi. Il y a un scénario qui a été écrit, qui a été envoyé à Glénat. Glénat l'a validé. Ça l'a été envoyé à Disney. On attend la réponse de Disney. D'accord. Oui, donc c'est quand même engagé. Ouais. On est dans les tuyaux. D'accord. Bah, à partir du moment où on a le green light, on fonce. Mais moi, je finis mes trucs d'abord. Voilà, on en parle. On va en parler de tes trucs après, là. Hein. Tu écris aussi pour d'autres, hein, dessinateurs. Je pense à Fried Coca pour Clémence Perrault, un album qui sort en 2017. Ou Lardon, peut-être plus méconnu, pour Cassegrain en 2012. Oui. Mais là, c'est de la coécriture avec Olivier Vatine. Et là, ça m'intriguait, cette histoire de coécriture. Est-ce facile d'écrire un scénario d'humour à deux? Comment procédiez-vous avec Vatine? C'est très simple, j'ai tout fait tout seul. Donc voilà, c'était réglé. C'était de la mono-écriture. Exactement. De la solo-écriture. En fait, on devait l'écrire à deux. Et il s'y est jamais mis. Donc j'ai écrit l'album tout seul. Il est pourtant crédité sur la couve. Il est crédité, il a pris l'argent. Voilà. Merci Olivier. Merci Dave. Voilà. Excellent. Mais non, voilà. Donc on se parle plus beaucoup. Oui, j'imagine. Par contre, avec Didier, ça a été une super expérience parce que Didier est génial. Talentueux aussi. Voilà. Et puis à l'époque, il avait envie de faire une BD pour ses enfants. Et du coup, c'était super. Voilà. Il n'y a eu qu'un seul tome.
Ah bah oui. Ouais. Non, parce que tu aurais pu reprendre le bébé tout seul. Enfin, je sais pas, il y aurait pu y avoir un. Vous avez Compliqué. 2 heures pour l'interview ou pas? Mais écoute, je crois que tu termines, donc on est un peu tranquille. Non, mais ça a été en projet, c'est-à-dire qu'à un moment, Soleil nous a proposé effectivement de faire 2 tomes. Pendant la réalisation du premier, elle fait machin. Parce que ça arrivait à un moment particulier. Ça explique aussi, je pense, pourquoi Olivier s'est pas impliqué plus que ça, mais c'était au moment du rachat. Soleil Delcourt. D'accord. Delcourt rachetait Soleil, Delcourt n'était pas. Bon, bref, Ouais, lui, il était pas forcément. donc c'était pas facile. Et Soleil nous a proposé, on avait signé sur un 46 pages. Il nous a dit voilà, on fait un 30. Si on fait un 30, on peut faire 2 tomes. Comme ça, du coup, vous aurez déjà 15 pages du tome 2 et tout. J'ai dit OK. Casgrain a dit OK. L'éditrice a dit OK. Quelqu'un qu'on ne citera pas a dit non. Résultat, l'album est sorti, 46 pages, il n'y en aura qu'un. D'accord. Ok. Voilà. Alors, toujours tes collaborations. En 2015, tu publies APA chez Bambou. Oui. Alors là, tu es donc dessinateur. Le scénariste est Thomas Bonis. Co-scénariste, ouais. Co-scénariste, d'accord. Ouais. Moi, je laisse rien aux autres. D'accord. Il faut toujours que je sois là. D'accord. Je ne sais plus si il était seul à l'écriture ou si vous étiez tous les deux. Donc, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que ça a été publié sous 2 formes différentes. Il y a une version manga, une version franco-belge. Ouais. Cette double expérience fut-elle positive artistiquement et commercialement? Alors, commercialement, c'est un échec. Ok. Les 2 versions. Disons que la version couleur, c'est bien vendu. Elle a été un peu plus vendue que certains de mes albums. C'était pas une honte. On a pu en faire un deuxième. Voilà, il n'y avait pas de souci. Par contre, le manga, ils ont vraiment pas réussi à le vendre. C'était un souhait de l'éditeur au départ. Enfin, c'est même plus compliqué que ça. Enfin, c'est rigolo. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit l'histoire au début, parce que du coup, j'avais le projet tout seul. Au départ, je me dis, j'aimerais bien faire un manga. Mais voilà, tout seul dans mon coin. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je le présenterai à Ankama, qui faisait du manga à l'époque. Et du coup, je l'ai présenté chez Ankama, ça a été validé chez Ankama. Donc, j'ai commencé à faire les pages. À ce moment-là, du coup, avec Thomas, que j'ai embarqué dans l'aventure, alors bien, on va l'écrire à 2 et tout, ce sera rigolo. On faisait partie du même fanzine, donc on s'entendait très très bien. Et puis, c'est l'époque où Ankama a purgé toutes ces séries. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, ils avaient besoin de fonds. Il a fallu liquider toute la BD. Donc, ils ont gardé quelques titres. Ils ont liquidé tous les autres. Tous les titres qui venaient d'être signés, tous les titres qui étaient signés, les séries en cours, ils ont Comme tout Xavier aussi, je crois, qui avait un projet. Exactement, Xavier Henrion. Et donc, il y en a eu beaucoup. Voilà, Thomas Laboureau, tout ça. Voilà, on s'est tous retrouvés dehors d'un coup. Et alors, tout le monde se plaignait sur Facebook. Moi, j'ai rien dit parce qu'en fait, au moment où j'ai été averti, j'ai envoyé le projet chez Bambou. Et Bambou me l'a validé tout de suite. Donc, du coup, en fait, au moment où on était viré, on était repris direct. Donc, il validait la version manga. Non, alors à ce moment-là, on avait discuté avec Ankama. L'idée, c'était de faire un album couleur. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et quand j'avais complètement laissé de côté la version manga à ce moment-là. Et en fait, quand Bambou l'a signé, ils ont dit, alors, on aimerait bien faire une version manga. Incroyable. Enfin, voilà, on voulait faire un manga chez Ankama, c'était pas possible. Finalement, ils nous le proposent chez Bambou, improbable. Donc moi, j'ai dit OK, pas de souci. Après, c'était du dessin. Il fallait redessiner des cases, des bouts de cases pour transformer des cases carrées en cases horizontales ou des trucs comme ça. Il n'y avait pas je dis pas un gros, mais il devait quand même avoir un gros travail de mise en page. Il y a un énorme travail de mise en page. Ouais, mais je sais parce que je me le suis tapé tout seul, forcément. T'avais pas un graphiste qui t'a épaulé? Non, du tout. Non, c'était à moi de redessiner des décors ou des trucs comme ça. Alors après, c'était des décors. Dans le manga, il y a une page qui a été dessinée spécialement pour le manga. C'est une truc où le personnage court, c'est pour pouvoir rééquilibrer les pages gauche-droite, tout ça. Et puis voilà, après, oui, c'était des bouts de cases, des machins. Alors artistiquement, c'était super. Parce que, pour le coup, je me suis dit, je fais des BD franco-belges, 46 pages, 21-29-7 depuis 2002. Début, Donc voilà, 13 ans plus tard, on me propose de faire un manga. Je fais, cool, je vais avoir un nouveau livre dans ma bibliothèque. Tu avais un challenge à relever. Oui, c'est ça, il y avait quelque chose. Donc artistiquement, on s'est éclaté. Je me suis éclaté. Et puis après, commercialement, c'est moins mon boulot. C'est le boulot de l'éditeur. Là, il y a eu un échec. C'est pas la faute de Bambou qui a vraiment mis toutes les billes sur la série. On a fait des flyers de fou, des trucs, machin. Non, c'était vraiment là, ils nous ont vraiment accompagnés. Ça n'a pas pris. Tant pis. Après, c'est les paris, mais au moins ils ont joué le jeu. C'est ça. Il y a eu d'autres titres qui ont été déclinés sous deux formes. Il y avait la série Isaline dans la même collection, en fait. D'accord. Et puis quelques mois après, ils ont sorti Halo, une série de Haute-Serrière.
Ok. et avec Cazeneuve au scénario. Mhm. Et je sais pas si elle a eu droit au manga, elle, déjà. À ce moment-là, ça devait sortir un peu le pâté. Je crois qu'il y a eu le manga quand même. Et par contre, on a tous sorti un tome 2. Mais par contre, il n'y en a plus aucun qui a été sorti en manga. Vraiment, le manga n'avait pas marché du tout. Voilà. Oh, ça doit pas être évident. Hein. Bah, C'est un public différent, avec une mise en place différente. Oui, et puis les libraires, des libraires particuliers. Pas, voilà. En fait, l'idée, c'était qu'ils ils estimaient que les lecteurs de BD, à juste titre d'ailleurs, quand ils sont lecteurs de manga, ils rentrent dans la librairie, ils s'arrêtent au rayon manga, ils vont pas voir le reste. Et les lecteurs de BD vont au rayon BD sans passer par le manga. Alors qu'on a cru longtemps, enfin, on espérait, enfin, en tout cas les éditeurs espéraient que ça, les publics allaient communier. C'est-à-dire que tu commençais par le manga à 12 ans, puis tu allais aller vers le franco-belge. Et en fait, non. D'ailleurs, je vois les jeunes, ils disent, mais c'est pas une BD, c'est un manga. C'est-à-dire pour eux, c'est deux choses très différentes. Complètement. Et puis, bon, après, il y a aussi des sous. Enfin, un manga, ça coûte moins cher. Il y a des aventures à rallonge. Tu peux avoir 42 tomes de Dragon Ball. Enfin, tu vois. Avec une publication beaucoup plus rapprochée. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, c'est un autre rythme de travail, mais bon, enfin, moi, j'ai grandi avec le manga. Je suis génération Club Dorothée. J'ai grandi avec Dragon Ball, avec Olivier Tom et tout ça. Donc, c'est des trucs que j'ai relus en BD. Dans ton trait, c'est pas évident. Tu as beaucoup de jeunes, quand tu prends leur. Tu dis, bon, bah oui, tu as oui, des biberonnés au manga. Alors toi, c'est pas évident. Mais parce que peut-être la narration, mais pas le trait, je veux dire. Ton trait est très personnel. Non, parce qu'en fait, alors j'ai eu, quand j'étais en fanzine, justement, c'était le moment idéal de tester les trucs. J'ai fait un peu du sous Tim Burton, j'ai fait un peu du sous Tarquin. Enfin, tu te cherches, quoi. Et en fait, quand j'étais au lycée, on m'avait dit la BD c'est quand même un peu compliqué, tu vois, donc on a trouvé un vrai métier. Et à l'époque, l'Eldorado, c'était un peu le dessin animé. À l'époque, il y avait les studios Disney à Montreuil, il y avait DreamWorks qui venait se servir à l'école des Gobelins à Paris. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire de l'anime. Et mécaniquement, j'avais 16-17 ans, c'est le moment où ça s'est joué. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis dit, j'aimerais bien faire du Disney, à essayer aller là-dedans. Et en fait, dans mon dessin, même si ça se ressentait pas dans les parodies, parce que c'était presque de la caricature, quand j'ai commencé à faire les Garnimaux, les Garnimaux, c'était une série jeunesse. Quand j'ai créé les personnages, j'ai fait en sorte qu'ils soient animables. Ils étaient créés comme des personnages de dessin animé avec des volumes simples pour pouvoir pour être faits en 3D, par exemple. Tu avais des volontés d'adaptation. Complètement, voilà. Et APA, pour moi, donc la série chez Bamboo, c'était ça. Quand on l'a signé au départ chez Ankama, l'idée c'était que ce soit adaptable en dessin animé, en jeu vidéo. C'est ce que faisait Ankama à l'époque. Bah oui, décliné sur tous les supports, quoi. Voilà. Finalement, ça a été chez Bamboo. Mais il y avait toujours cette volonté c'est des personnages qu'on peut animer. Puis APA est complètement un hommage en plus aux jeux vidéo, au manga. Il y a des hommages à Dragon Ball, même dans la mise en page. Voilà, il y a des trucs à Super Mario, tout ça. Donc c'est un univers qu'on aime bien. Voilà. Après, c'est pas l'univers que je préfère. Moi, depuis longtemps, j'ai voulu faire des dessins à la Disney, sans forcément trouver le projet qui collait, l'éditeur qui collait et tout. Et là, peut-être qu'on va y venir. Oui, on y arrive là, sur tes derniers travaux. Donc du travail de plus en plus pour les tout petits. Enfin, en tout cas, il y a le bonhomme en pain d'épices s'adressait à un jeune lectorat chez Bamboo. Et Sous les arbres, qui vient donc de paraître tout juste, je crois, là. Hein, oui, ça la semaine dernière. Chez donc La Gouttière, un éditeur normand. Amiénois, ok. Donc, n'est-ce pas compliqué d'écrire pour les enfants plutôt que pour un public adulte? Et au niveau des codes graphiques que tu utilises, de la mise en scène, à quoi fais-tu plus particulièrement attention quand tu t'adresses à un public plus jeune comme celui-ci? Ou est-ce que non, tu déroules ta technique habituelle pour la technique en particulier, alors justement là j'ai fait tout l'inverse de dérouler ma technique. Parce que pour la première fois depuis 2002, j'ai tout changé. C'est-à-dire que d'habitude, je travaille au crayon bille sur du papier d'imprimante. Voilà, les planches qui coûtent le moins cher du monde. Et pour cet album-là, je voulais faire de l'aquarelle. J'avais jamais fait en BD avant, donc j'ai pris un papier plus épais. Et du coup, j'ai changé d'outil. Je suis passé au feutre pinceau, à la plume, donc ce qui permettait des pleins et des liés plus jolis et tout ça. J'ai changé le format. Les couleurs m'ont frappé. Moi, quand j'ai ouvert le bouquin, c'est assez remarquable. J'ai changé alors j'ai changé de coloriste. Tu es devenu coloriste. Je suis devenu coloriste. Voilà. Et puis aussi, j'ai changé de technique. J'ai fait de l'aquarelle aussi pour des effets, tout ça. Enfin, il y a
il y avait vraiment quand même quelque chose de... je ne trouve pas le mot là tout de suite. Ça s'est déroulé naturellement, mais c'était la première fois que je le faisais. Et du coup, je me suis dit, ça y est, je crois que j'ai trouvé le truc. Voilà, j'étais content, j'ai été très content pendant des années de faire de la presse, de faire de l'aventure, dessiner très vite des albums, des machins. Et en fait, le rêve, au fond, c'était de faire une sorte un peu de truc à la Disney. Voilà. Et quand j'ai pu signer cet album-là chez La Gouttière, je me suis dit, voilà, c'est celui-ci, c'est mon Disney. Et c'est marrant parce que tu t'adresses à un jeune public, mais en fait, c'est assez dense au niveau des effets de matière, au niveau de la lumière, le travail sur la lumière. Il y a vraiment un travail, je dirais, plus complexe que sur tes autres albums. Bah oui, parce que c'est pas parce que c'est des enfants qu'il faut en mettre moins. Voilà. Ah ouais, il y a de quoi manger, Voilà. comme on dit. Hein, Et après, du coup, voilà, on en vient au scénar. Justement, c'est pas parce que c'est des enfants qu'il faut faire simple. En fait, c'est simple parce que ça a été compliqué à écrire. C'est-à-dire que justement, il faut avec un parti pris, j'ai pas lu le bouquin, je m'en excuse, Ouais. mais j'ai vu qu'il avait ton personnage principal qui était presque un personnage muet, enfin en tout cas, Ouais, qui ça. s'exprime que par une syllabe. C'est ça. Ouais. Ouais. Les autres parlent, mais l'histoire de ce personnage, c'est un personnage, un vieux monsieur solitaire qui essaye de balayer devant chez lui. C'est l'automne, il y a les feuilles qui tombent devant sa maison, et en fait, pendant qu'il essaye de balayer pour nettoyer un petit peu, parce que ça l'énerve, en fait, les autres habitants de la forêt passent, et puis alors du coup, viennent lui causer. Ils viennent même pas lui demander service. Il y en a un qui vient lui demander service, mais il y en a un autre qui vient juste se plaindre. Il y en a un autre qui veut juste se faire inviter à boire un coup. Enfin, voilà, ils sont là, ils l'embêtent, quoi. Et finalement, lui, par la force des choses, il va devoir donner il va vouloir donner un coup de main à un petit bonhomme. Ça va déclencher des actions qui font que, comme il n'est pas méchant, il dit tiens, voilà, ça pourrait aider l'autre qui se plaignait, et ainsi de suite. Et du coup, il va faire des choses comme ça. Il va aider les gens parce que finalement, c'est un bougon, mais il a le cœur sur la main. Et puis, ça va se retourner contre lui aussi. C'est-à-dire qu'à aider les gens, il s'est un peu oublié lui-même. Oui. Et puis du coup, d'un coup, on a l'impression que le monde entier est contre lui. Et c'est un bouquin un peu... Ouais, alors, c'est pas sur la solitude, mais c'est un bouquin sur l'entraide entre les gens. Voilà, c'est ça, c'est l'entraide. Ouais. Clairement, c'est ça. Mais c'est très beau. Hein. Moi, ça m'a fait penser à ce que faisait Joan Higo autrefois avec la famille Passiflore. C'était très délicat dans la couleur et les décors. Voilà. D'ailleurs, tu t'as fait quelques pleines pages. Alors, je ne sais pas si on peut voir. Hein. Il y a beaucoup des respirations un peu poétiques. C'est vraiment il y a 4 ou 5 pleines pages dans l'album parce moi, je voulais vraiment que ce soit l'histoire qu'on lit aux enfants avant de se coucher le soir. Donc c'est mignon, il n'y a pas de violence, il y a un peu d'humour, il y a des tronches pour que les gamins réagissent, mais l'histoire, elle est limpide, il n'y a pas un suspense de fou, il y a pas, voilà. Mais on suit un personnage qui a un caractère très affirmé et du coup on va voir comment il réagit à tout ce qui se passe autour de lui. Et puis c'est mignon, c'est des petits animaux dans la forêt. Et le format, l'italienne, c'est l'éditeur qui a imposé C'est la collection qui est comme ça. Et en fait, quand moi j'ai écrit le projet, je cherchais un format. En fait, moi, pour mon projet, je cherchais un format particulier. J'en ai parlé encore une fois donc aux copains Chamblin et Supio qui m'ont dit mais ne pose plus la question. Ils ont lu mon histoire et va le présenter à La Gouttière. C'est complètement pour eux. Et effectivement, La Gouttière a validé le projet dans l'après-midi de l'envoi, quoi. Ça a été très 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 vite. Et on voit que derrière il y a 4 possibilités de. Voilà, parce que donc t'es parti pour 4. C'est un album sur l'automne. D'accord. Il y a 4 saisons. Ouais. Voilà, donc on va en sortir un tous les 9 mois jusqu'à l'hiver 2021. Ouais, donc quand tu parlais des trucs en cours, tu pensais à ça, enfin entre autres. Alors là, je sais que l'année prochaine, fin d'année et l'année prochaine, je fais que ça. Je vais faire mes 3 albums. Je pense. J'imagine, j'aimerais bien les faire tous à la suite. Parce que moi, je suis pas coloriste, je suis dessinateur. Et du coup, ça a été un exercice particulier. Pas compliqué, mais particulier. Il y avait des réglages à trouver et tout. Non, même pas trop, non. Mais c'était... Non, ça a été plutôt rapide à faire. Mais c'est que justement, j'aimerais rester dans cette dynamique et donc faire les 3 d'un coup pour être d'une certaine manière débarrassé. L'éditeur pourra faire ce qu'il veut. D'accord. Et moi, je serai libre comme ça après pour faire un autre projet. Ouais. Par exemple, si jamais une lumière verte chez Glénat s'allume, par exemple. Ça serait cool.
Pour finir, Dave, tu as utilisé le crowdfunding pour auto-éditer un recueil de recherche graphique. Tout à fait. Envisages-tu de faire la même chose avec les planches publiées sur ton blog? Car nous serions un certain nombre à être acheteurs. Non. C'est dommage, parce que moi je suis lecteur de ton blog et je pense qu'il y aurait Ça mérite matière d'être à une belle publication. Mais bon, après, c'est toi qui décides. Tu penses que ça vieillit certains... Alors, ouais, certains, enfin pas les gags, parce que c'est des gags universels, Ouais. voilà, mais c'est dans la manière de les avoir faits, ils ont un peu vieilli, et puis surtout, ça m'intéresse pas, en fait. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai fait le blog, c'était fait pour être sur le blog, à tel point que quand je préparais mes gags, je faisais exprès de les enregistrer à un format internet. Pour D'accord. jamais être tenté Tenter plus de tard l'impression. de pouvoir le faire pour Ouais. X raisons. Voilà, je me suis dit non, je suis réglo et tout. À un moment, Arleston pour l'Enfeus Mag m'avait dit bah, attends, t'as ça, est-ce que tu veux pas le publier? Et donc j'ai écrit des gags spécialement pour le mag, mais déjà ça répondait plus au principe du blog, c'est-à-dire que c'était obligatoirement un gag en une page. C'est ça, ouais. Alors que T'étais le plus blog, je dans peux le- faire, si je veux, des tu peux colonnades dérouler. d'histoires. Je peux faire un strip, je peux faire une image, je peux faire t'es plus 3 libre. bandes, 4 bandes, 10 bandes. Voilà. Là, la dernière note de blog que j'ai fait gratuitement sur le blog, du coup, c'est quoi? C'est l'équivalent de 4 pages de BD. Voilà, et c'est juste pour raconter que je fais du jogging, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est peut-être là où tu donnes toute ta mesure au niveau de l'humour. Parce que justement, il n'y a pas de contrainte éditoriale, Oui. tu es totalement Ouais. libre. Et tu Voilà. vas parfois franco. Oui, complètement. Ouais. Enfin, en fait, c'est l'exutoire un peu le C'est blog. ça, ouais. Après, le but du jeu, c'est aussi de rester. Enfin, faut que ce soit un truc BD qui parle à tout le monde. C'est Je vais ça. pas être dessus et régler mes comptes avec des auteurs. Non, mais tu voilà. arrives à trouver justement le bon Voilà. le bon état d'esprit. Mais c'est vrai que je garde le blog parce qu'en fait, les statistiques ont vachement baissé. Maintenant, les gens Ouais. sont sur Facebook, sont sur Instagram. Ouais. Le blog, voilà, j'ai eu des années où j'étais à 5 000, 10 000 lecteurs par jour. Ah, c'est énorme. Voilà. Tu n'as Aujourd'hui, pas réussi à basculer sur Facebook ou sur une plateforme, ce lectorat-là? si, sur Facebook, il y en a beaucoup, puis sur Instagram, mais Instagram, c'est des lecteurs étrangers plutôt. D'accord. Mais non, le public du blog, il a disparu. Il est parti sur YouTube, il est parti ailleurs. Parce que tu fais Et, partie de ces auteurs qui ont une communauté. Parce que le crowdfunding fonctionne Oui. s'il y a une Ouais. communauté. Tu l'as, qui te suit. Ouais. D'ailleurs, la preuve, parce que c'était des recherches graphiques, c'était pas une histoire, C'est c'était ça. vraiment un truc pointu. Pour moi, qui parlait plus aux dessinateurs, si tu veux. Ouais, et pourtant, ça a été beaucoup il y a eu du grand public. t'as eu Voilà. combien t'as eu un certain nombre de. J'ai eu 960. 900, ouais, donc c'est pas énorme en fait, hein, 960. pas énorme, mais c'est bon, quand en même- auto-édition. En auto-édition, quand tu as 1000 paquets à faire, c'est chronophage. Oui, et puis quand chacun il te donne 30 €, ça commence à faire une belle somme. Ça fait une belle Voilà. somme, ouais. Mais non, enfin, ouais, je sais pas. C'est pas un projet qui te. qui te Non, branche. parce que en fait c'est bête, mais en fait aujourd'hui, voilà, moi ça fait depuis 2002 que je fais de la bande dessinée. J'ai vraiment envie là. J'ai fait le tour, j'ai fait de l'humour, j'ai fait de l'aventure et tout, c'est super. Voilà. Je sais que je ferai jamais de la BD pour adultes entre guillemets, Plus réaliste. trucs réalistes et tout, ça m'intéresse pas. Et puis ça m'intéresse pas non plus les gens que j'en fasse. Par contre, j'ai vraiment envie depuis des années de faire de la BD jeunesse. J'ai toujours travaillé avec des enfants avant d'être dessinateur de BD. J'étais animateur en centre aéré avec des enfants de 5-6 ans. Je me dis voilà, mon public c'est celui-là, c'est celui que j'arrive à C'est gérer. pas et comme tout, Sidrou quoi. qui a eu une carrière dans l'humour, la BD Exactement. d'humour, et puis récemment depuis 4-5 ans, Oui. il écrit des histoires beaucoup plus noires, plus personnelles, plus adultes, quoi. Ouais. Mais après, ça, Bon, tu me diras, il est plus âgé que toi, hein. Ça viendra peut-être. je dirais rien. Mais oui, et puis, ça m'empêche pas d'avoir. J'ai écrit une histoire. Voilà, que j'ai raconté à l'éditeur de Grand Angle Ouais. et il me l'a validé. Tu vois, donc Attends, dans un récit plus, ah bah, plus Grand adulte. Angle, si tu veux. tu vois. D'accord, ouais, donc, Et donc ça pourrait être fait un ouais, jour. Mais là, ouais. aujourd'hui, j'ai pas envie de C'est le pas ça dessiner. qui te- Et j'ai ouais. pas alors, je pourrais peut-être le filer à quelqu'un, mais Oui, en fait, c'est parce que je compliqué. pensais Ouais, peut-être travailler avec quelqu'un qui a un style totalement différent du tien. Ouais, peut-être, voilà, peut-être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, j'ai pas envie de passer un mois ou deux à écrire un truc triste ou noir ou bien ouais. quoi, alors que je suis dans ma forêt avec mes petits animaux C'est vrai. et que j'attends de faire un Mickey. Si tu Ouais. pas aller m'enfermer, quoi. Voilà. C'est vrai. Donc c'est non. Et puis mon public à moi, c'est jeunesse. Là, quand on est sur le festival de l'Aune-sur-Mer, ben voilà, j'ai eu que des enfants en dédicace. C'est Heureusement, super. parce qu'on en parlait tout à l'heure, le public a tendance à vieillir quand même dans le franco-belge. Hein.
Eh donc, oui. donc tu contribues à un À rééquilibre. faire baisser la moyenne et tout. Ben ouais, puis c'est un public, enfin pour moi le public enfant, c'est un public qui est important parce que ben, c'est les lecteurs de demain. C'est Voilà, un peu bête de dire ça comme ça, mais je Non, crois que c'est c'est le cas. Et en fait, ben, les parents ont encore cette bonne idée aujourd'hui de leur acheter des livres qui vont les accompagner d'une certaine manière. Enfin, je repense à un truc quand j'étais en dédicace pour APA sur je sais plus quel festival. Il y a une gamine qui est venue me voir avec APA. Donc c'est un album cartonné, tu vois, bien costaud tout. L'album était dans un état lamentable, mais genre la couverture arrachée qui tenait que avec des bouts de fil de l'intérieur et tout ça au niveau de la couverture, et tout. Défoncé. Et en fait, quand elle est arrivée, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que lui a vendu le libraire, quoi. Et je dis, mais vous l'avez trouvé là et tout. Et la maman, elle dit, non, ça fait 1 an qu'elle l'a, mais elle le quitte pas. Ouais. Elle va à l'école avec, elle va à la plage avec, elle va en vacances avec. Ça doit être énorme, et du coup, elle dort avec. Donc le bouquin, il a morflé. Ouais. Et en fait, ça m'a touché, quoi. Bah oui, c'est-à-dire que quand je vois les copains auteurs adultes. Ouais. T'as pas ce genre de retour. Avec les adultes, quand le bouquin est sous plastique, il n'y a pas un bord, machin et tout. Le bouquin a été lu une fois. C'est ça. Non, t'as pas ce retour passionné, quoi. Voilà, c'est ça. Les enfants, ils sont qui te marquent au fer rouge, comme certaines lectures qu'on a pu faire à l'enfance. Ils s'en fichent du dessin que tu vas leur faire, s'il y a de la couleur, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent juste passer, voilà, ils veulent juste un souvenir. Ils sont émerveillés par le truc, et surtout, je sais que derrière, ils vont lire le bouquin. Là, j'ai fait plein de bouquins. Je sais que demain, il y a au moins 2 ou 3 gamins qui vont emmener le bouquin à l'école pour le montrer aux copains, machin, ou à la maîtresse, dire voilà, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? J'ai été au festival de Lonne-sur-Mer, on a fait des dédicaces. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que d'une certaine manière, du coup, il va peut-être le faire tourner auprès des autres gamins. Donc, sait-on jamais. Voilà, sait-on jamais. Tu élargis ton lectorat. C'est ça. Et puis surtout, j'ai élargi un lectorat qui est passionné, quoi. C'est ça. Passionné et passionnant parce que c'est quand même vachement rigolo. Et qui n'a pas de langue de bois. Quand tu travailles avec les jeunes, il y a un retour cash. Ah oui. Ils adorent, ils te disent, ils n'aiment pas, ils te disent. Donc toi, tu peux. Alors que les adultes, il y a toujours une espèce de retour diplomatique. On a des filtres. Et tu as du mal. C'est normal. Normal. Mais voilà, c'est vraiment le public que j'aime et je me dis, voilà, les bouquins que je fais pour ces enfants-là, pour le coup, ils vont grandir avec eux. C'est des bouquins qui vont être relus. Ça va les marquer quelque part. Et ça arrive aujourd'hui, parce que après presque 20 ans de métier, tu as des jeunes qui arrivent et qui font je vous lisais quand j'étais jeune dans l'Enfeusmag. Ça fait bizarre. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, ça arrive. Voilà, c'est logique. Hein, ça fait 17 ans, donc forcément, des gamins de... voilà, il y a des gamins qui ont 12 ans, il y a 15 ans. À 7 ans, maintenant ils en ont 25. C'est ça. Donc, et du coup, mécaniquement, il y a des gens que j'ai rencontrés quand ils étaient très jeunes qui ont acheté mes bouquins, qui du coup aujourd'hui vont avoir des enfants, et ainsi de suite. Voilà. Donc ils m'ont peut-être découvert avec l'Enfeusmag et aujourd'hui ils vont pouvoir acheter. Bientôt, mon papy lisait vos livres. Ouais, mais ça va arriver. Ça va arriver, c'est inévitable. Bien écoute, Dave, un grand merci pour ce panorama sur les 19 ans écoulés. Et puis bonne continuation alors pour les autres, la suite, les 3 saisons à venir. Voilà, c'est parti. Merci à vous. Merci à vous.